Salut à toutes, salut à tous, bienvenue sur Gand Wevelgem, une nouvelle classique belge. On les enchaîne, c'est la troisième de la semaine. Aujourd'hui, c'est un parcours un petit peu indécis, ça se dépend. Des fois, ça se termine par un sprint massif, des fois par un petit groupe, voire un coureur en solitaire. Il y a des passages pavés, mais il n'y en a pas beaucoup, il n'y en a que 6. Il y a des ascensions aussi, mais là aussi, il n'y en a que 7 ou 8 qui sont répartis plutôt en fin de parcours. Au total, c'est 251 km. C'est une longue course, on est quasiment dans un monument là, 250 km. Mais les 130 premiers kilomètres sont en gros plats, tout plats. Ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas dangereux parce qu'aujourd'hui, il y aura beaucoup de vent. Et donc, ces passages plats, avec pas forcément beaucoup d'arbres pour se protéger à travers les champs de la campagne belge, il y aura des risques de bordure. Et ensuite, pour les 100 derniers kilomètres, en gros, là, on aura les ascensions et les secteurs pavés, et notamment le Kemmelberg, qui est l'ascension qu'on franchira à 3 reprises. C'est l'ascension la plus pentue. Le Kemmelberg, c'est que 400 mètres, mais c'est à 10% de moyenne. Donc il faudra avoir des jambes pour suivre peut-être les punchers qui voudront attaquer ici. Et entre-temps, il y aura quelques secteurs pavés, mais les secteurs pavés sont, eux, plutôt sur des passages plats, à l'exception de ce Kemmelberg. Donc ça sera probablement dans ces ascensions du Kemmelberg que des groupes pourront se détacher à la fois par la pente et par la présence de pavés. Ensuite, jusqu'à l'arrivée, il y aura quand même, une fois après le dernier secteur pavé et la dernière ascension, il y aura encore environ une trentaine de kilomètres plutôt plats, donc qui pourrait donner l'occasion d'un regroupement en fonction des conditions de course, en fonction du vent. Beaucoup d'incertitudes, et puis c'est encore plus indécis qu'il n'y a pas aujourd'hui ni Mathieu Van Der Poel, ni Tadej Pogacar, ni par exemple Wout van Aert. Et donc les paris sont ouverts, il y a de nombreux favoris. En fonction du déroulement de la course, voilà, si ça finit en sprint massif ou non, tout peut dépendre. On a déjà Mats Pedersen, qui est le tenant du titre de ce Gand Wevelgem. Il s'était imposé l'an passé devant Mathieu Van Der Poel et Jordi Meeus, précédent vainqueur de cette course, qui est aujourd'hui la 87e édition. C'est une course très ancienne, Gand Wevelgem. Elle n'est toutefois World Tour que depuis 2011. On peut noter que depuis 2011, Tom Boonen s'y est imposé à 3 reprises, tout comme Peter Sagan. C'est le record, 3 reprises. Il y a quelques autres coureurs dans les années avant qui s'y ont également imposé à 3 reprises. John Degenkolb, Luca Paolini, Greg Van Avermaet, Alexander Kristoff, Wout van Aert. En 2021, Biniam Girmay, qui avait créé l'exploit, fait l'histoire en 2022 en devenant le premier Africain à remporter une classique pavée. Christophe Laporte, en 2023, s'était imposé. C'est le 4e Français à avoir remporté Gand Wevelgem après Jacques Anquetil, Bernard Hinault et Philippe Gaumont. Et puis donc Mats Pedersen qui s'est imposé en 2024, après s'y être déjà imposé en 2020. S'il s'imposait donc de nouveau aujourd'hui, ça serait sa 3e victoire et il égaliserait le record de Peter Sagan, de Tom Boonen, mais également de Mario Cipollini, Eddy Merckx, Rick Van Looy et Robert Van Enemé. Voilà les 6 coureurs qui se sont imposés déjà à 3 reprises sur Gand Wevelgem, mais il y aura bien d'autres adversaires que Mats Pedersen, et même dans sa propre équipe, puisqu'il y a Jonathan Milan qui est là. Et autrement dit, si l'étape se termine par un sprint massif ou semi-massif, ça sera évidemment plutôt la carte Milan qui sera utilisée du côté de la Lidl Trek, qui est en ce moment le meilleur sprinter du monde, tout simplement. Et en plus, Jasper Stuyven dans cette équipe de la Lidl Trek qui est venu avec une armada. Mais il y a plein d'autres très très bons sprinteurs. Il y a Jasper Philipsen de l'Alpecin de Koninck qui sera là, pas de Van Der Poel, mais Philipsen est lui bien là. Tim Merlier, le champion d'Europe de la Soudal Quick-Step, sera là, accompagné du français Paul Magnier. Donc là aussi, c'est 2 cartes très intéressantes pour la Soudal Quick-Step. Biniam Girmay, vainqueur il y a 3 ans, est également là pour l'Intermarché Venti. Et vu le début de saison de l'Intermarché Venti, qui est la seule équipe qui n'a encore pas gagné cette saison de l'Intermarché Venti. Donc là, ça devient urgent de s'imposer, de prendre un titre. Et quoi de mieux qu'une classique World Tour, peut-être aujourd'hui pour Biniam Girmay. On a encore Olaf Koy pour la Visma Lease Bike qui sera là, ainsi que Matteo Jorgensen. Là, pareil, c'est 2 cartes en fonction de si ça finit au sprint ou dans un petit groupe. Jorgensen ou Koy, c'est deux bonnes cartes. Matej Mohoric pour la Bahrain Victorieux, sur lequel on peut toujours compter, même s'il semble un petit peu en dedans depuis le début de saison, comme c'est le cas de Arnaud Delis, qui est là, mais qui semble souffrir depuis le début de saison. L'ancien vainqueur, John Degenkolb, est également là, tout comme Alexander Kristoff, les 2 anciens, Kristoff et Degenkolb, donc, qui aimeraient renouer avec leurs belles années en s'imposant aujourd'hui. On a encore Michael Matthews pour la Jayco Alula, sur lequel on peut toujours compter. Jordi Meeus, le sprinter de la Red Bull Borans-Gros, sera là avec Laurent Spiti. Jordi Meeus, 3e l'an passé. Côté français, on a Valentin Madouas, on a Arnaud Démare, on a Paul Magnier, on l'a dit. On a aussi Anthony Turgis pour la Team Total Energy qui est là aujourd'hui, qui pourrait se montrer.
ainsi que dans la décathlon, c'est pas un Français, mais il y a Sam Bennett qui est là pour la décathlon, c'est un sprinter. Alors, est-ce qu'il arrivera, tous ces sprinters, est-ce qu'ils arriveront à suivre les meilleurs punchers et les meilleurs coureurs de classique sur les ascensions pavées? Elle est là, la principale question du jour. En tout cas, ça manque pas de favoris aujourd'hui. 25 équipes, ça fait du monde, ça fait des potentielles surprises aussi, surtout en l'absence des deux grands monstres que sont Pogacar et surtout Van Der Poel, qui n'est pas là aujourd'hui. Lui qui n'a jamais remporté. Gand Wevelgem, c'est un titre qui manque à son palmarès. Il faudra qu'il vienne un jour s'y imposer, mais ça ne sera pas cette année. Donc les paris sont ouverts, on va voir qui profitera de tout ça sur ce Gand Wevelgem. Chute de Bellocchi, juste devant Armstrong qui est parti dans le terrain. Et attaque de Pierre Rolland. Voilà ce que nous disons depuis le début de ce Tour de France. Une chute terrible. Christopher Froome à pied. Mais quelle image du Tour. On n'a jamais vu ça. 100% cyclisme, le podcast du vélo en direct. Ça va Marion? Désolé. Et c'est parti pour les 251 km. C'est une des plus longues courses de la saison de Gand Wevelgem. Et immédiatement une attaque d'un coureur de la Team Flandre baloise. L'équipe invitée, l'équipe belge, c'est le coureur Jules Esters qui tente de sortir. Outre la Flandre baloise, les autres équipes invitées de division Pro Tour, ce sont la Lotto, l'Israël Première Tech, la Q36.5, la Team Total Energy, la Tudor Pro Cycling Team et l'Uno-X Mobility. On n'a donc pas aujourd'hui de Wagner-Bazin qu'on avait vu invité sur les autres classiques belges. Aujourd'hui, c'est la Total Energy qui remplace en gros la Wagner-Bazin. C'est la seule différence, sinon les autres, Lotto, Israël, Q36.5, Tudor et Uno-X, elles sont à peu près à chaque fois invitées. C'est les 5 grosses équipes, on va dire, de seconde division. Et ce sont celles, évidemment, qui luttent pour monter en première division aux dépens d'équipes comme l'Astana, comme la Cofidis, comme l'Arkea BNB Hotel, qui sont toutes les trois en danger d'être reléguées et d'être remplacées par une de ces équipes Pro Tour. Ça n'a pas marché, en tout cas, pour Jules Esters, qui est repris dans un peloton qui file, qui commence d'entrer à vive allure. Allez, ça attaque un petit peu de partout. Qui est-ce qui va réussir à prendre un premier écart? Ici, là, on a quelques coureurs qui ont pris une dizaine de secondes avec un coureur de la Cofidis, Sam Mesonob. On a Yasha Suterlin pour la Jayco Alula, Marco Haller pour la Tudor, et puis c'est Emile Slepins de la Q36.5 qui sont devant, qui ont fait un petit écart. Mais derrière, il y a des autres coureurs qui tentent de sortir, notamment un coureur de la Flandre baloise qu'on n'a pas vu, qui ne sont pas devant pour l'instant, c'est Victor Vercouy, qu'on a déjà vu à plusieurs reprises, ce coureur dans les échappées. Il est accompagné d'un coureur de l'IF Education Easy Post, Max Walker. Ça continue de sortir derrière avec un duo là de la Total Energy. C'est Samuel Leroux et Alexis Brunel qui sont tous les deux sortis ensemble pour tenter de revenir sur les groupes de tête. Ça va à un rythme effréné là. Allez, il y a un coureur de l'Emirates aussi qui s'est joint au coureur de la Total Energy. Dans un second temps là, c'est Rui Oliveira, le Portugais. Et ça va se regrouper là entre Oliveira, Leroux, Brunel, Walker et Vercouy. Ils sont 5 à la poursuite des 4 de tête. On est parti depuis une dizaine de kilomètres. Et on a donc 4 coureurs qui ont 28 secondes d'avance sur le peloton. Et intercalé entre les deux, on a les 5 autres coureurs. On va voir si ça va réussir à se regrouper ou si le peloton va revenir sur les 5 poursuivants. Encore une attaque d'ailleurs derrière avec un autre coureur de la Cofidis. Cette fois-ci, c'est Ludovic Robit, le Belge, qui tente de sortir pour aller rejoindre. Il sent que c'est échappé. C'est peut-être déjà bel et bien la bonne. Et il est en train de rater le bus là. Ça n'a pas marché pour Ludovic Robit. Il est repris par le peloton. Par contre, ça a marché pour tous les autres. Ils viennent de se regrouper. Ils sont 9 à l'avant. On est à 230 km de l'arrivée. Et on a donc 9 coureurs qui vont former probablement l'échappée du jour. On a Sam Mesonob, Yasha Suterlin, Marco Haller, Emile Slepins, Victor Vercouy, Max Walker, Samuel Leroux, Alexis Brunel et Nelson Oliveira. Un coureur de la Cofidis, un coureur de la Jayco, un coureur de la Tudor, un coureur de la Q36.5, un coureur de la Team Flandre baloise, un coureur de l'IF Education Easy Post, un coureur de la Team Emirates et 2 coureurs de la Team Total Energy, les Français Leroux et Brunel, qui est donc la seule équipe représentée 2 fois la Total Energy. On a 3 Français dans cette échappée. En plus de Leroux et Brunel, il y a Mesonob de la Cofidis. On a sinon un Portugais avec Oliveira, un Britannique avec Max Walker, un Allemand avec Yasha Suterlin, un Letton avec Emile Slepins, un seul Belge à l'avant aujourd'hui. Une petite surprise avec Victor Vercouy et un Autrichien avec Marco Haller. Ça semble être fait pour cette échappée
qui est parti. Et l'écart qui d'un seul coup monte d'un coup là. Hein. On est passé au-dessus de la minute. Désormais, on a 1 minute 20 d'avance pour ces 9 hommes de tête. 200 km de l'arrivée et les 9 hommes de tête qui ont 3 minutes 30 d'avance sur le peloton. L'écart qui a grimpé rapidement autour de 3 minutes 34 minutes et qui désormais est maintenu dans ces eaux-là. Dans le peloton, on voit surtout la Lidl Trek travailler justement pour maintenir cette échappée à distance avec Stuyven, Milan et Pedersen. C'est clairement l'équipe favorite aujourd'hui. Et donc c'est eux qui travaillent pour garder cette échappée autour de 3 minutes 30. On va à 200 km de l'arrivée. On va faire un premier point sur un coureur de cette échappée. Et on va s'intéresser à Samuel Leroux parce que c'est un coureur qui a un parcours un petit peu attachant, un petit peu atypique. Il a passé toute sa carrière en division continentale, c'est-à-dire donc la 3e division du cyclisme, et notamment dans l'équipe de la Roubaix-Lille Métropole. Elle a eu plusieurs noms. La Roubaix-Lille Métropole est devenue la Natura Forever, la Xelis Roubaix-Lille Métropole, la Gosport Roubaix-Lille Métropole, puis la Van Rysel Roubaix. Il y a passé 7 ans. Le coureur qui a désormais aujourd'hui 30 ans, il est âgé, et c'est seulement cette année qu'il a signé du côté de la Team Total Energy au niveau Pro Tour. Il découvre donc un petit peu le haut niveau, parce que quand on est dans une équipe de 3e division, on n'a aucune chance de participer à une course World Tour dans sa carrière. C'est impossible d'être invité. On n'y est pas d'office, mais on ne peut même pas être invité. Donc cette saison, il découvre pour la première fois le niveau World Tour. Et il a participé à Paris-Nice, il a participé à l'E3. Et donc avec Gant Wevelgem, c'est en gros la 3e course World Tour de sa carrière. Auparavant, dans sa carrière en division continentale, il avait quand même réussi à remporter une victoire. Et c'était l'an passé, et c'est peut-être bien pour ça qu'il a été repéré au final et qu'il a pu signer pro du côté de la Team Total Energy. C'était une victoire sur l'Étoile de Bessèges en début de saison. Il s'était imposé suite à une échappée. Il avait devancé Stéphane Bissegger et Dries de Bondt, qui étaient ses partenaires un petit peu d'échappée. Le peloton avait terminé à 2 secondes derrière. Il s'était imposé. C'était la première victoire de sa carrière à 30 ans. Enfin, il en avait 29 à l'époque. Et il y avait eu un superbe interview de lui à la fin où il disait, en gros, on se casse le cul sur le vélo pendant des années sans jamais gagner. Et aujourd'hui, enfin, il réussissait à s'imposer. C'était une émotion assez belle à voir pour ce coureur qui était un petit peu anonyme dans les bas-fonds du cyclisme professionnel et qui a réussi enfin à remporter une victoire face à des cadors, des équipes de World Tour qui étaient là sur cette étoile de Bessèges. Et ça lui a permis en plus de lui ouvrir les portes aujourd'hui d'une équipe Pro Tour et désormais donc de courir en niveau World Tour sur ce Gant Wevelgem. Coureur assez complet, Samuel Leroux, plutôt un baroudeur, assez bon en sprint, plutôt pas mauvais aussi en contre-la-montre. Pas vraiment un grimpeur, coureur de classique et un baroudeur, un coureur d'échappée. Et il est devant aujourd'hui avec 8 autres coureurs. Et ils vont tenter de créer une énorme surprise. Ça ne sera pas facile, d'autant plus que le vent souffle de plus en plus fort et on va voir ce que ça va provoquer derrière dans le peloton. Ah voilà, on les attendait et elles arrivent. Il a fallu attendre 100 km. On est à peu près à 150 km de l'arrivée là. Et là, sous l'impulsion de la Lidl Trek, il y a des premières cassures qui se font dans ce peloton. Le vent est vraiment fort. Le vent est vraiment fort en plein de côtés là, dans cette longue ligne droite. Et ça explose un petit peu de partout. On a une trentaine de coureurs qui sont en tête, qui ont distancé. Derrière, il y a des petits coureurs échappés. Il y a un plus gros groupe. Derrière, un 3e groupe encore plus loin. Là, c'est le moment où il ne faut pas se rater. Et a priori, je vois beaucoup de coureurs de la Ineos qui roulent dans le second peloton là. Donc les coureurs de la Ineos se sont fait avoir. C'est rare, l'Ineos en général, ils sont plutôt forts dans ce genre de coup. Là, ils sont derrière. Et l'écart qui, du coup, suite à ce mouvement avec l'échappée, a diminué. Il n'y a plus que 2 minutes d'avance pour les échappés. Il faut voir un petit peu maintenant, comme toujours dans ces moments-là, on ne sait pas trop où sont les leaders, qui s'est fait piéger, qui est dans le bon coup. Allez, le groupe de 30 avec Mats Pedersen et la Lidl Trek qui a beaucoup travaillé. Et avec les Ineos qui finalement étaient plutôt devant, va être rattrapé par, on va dire, le peloton principal. Où on voit notamment des coureurs de l'Alpecin de Koenig. On voit des coureurs de la Visma Lease Bike. On voit des coureurs de l'Intermarché Venti qui ont travaillé. Il y avait notamment Bibien Girmay, probablement Olaf Koy, peut-être même Jasper Philipsen dans ce groupe. Mais ils vont rentrer là sur le groupe Mats Pedersen. Il y a encore des retardés derrière. Il y a encore d'autres groupes, des groupes encore plus loin. Et il me semble que dans ces groupes plus loin, on a au moins Arnaud Delis
le leader de l'auto, qui encore une fois n'est pas dans le coup a priori. Il y a Søren Veretschkold, et pas sûr que ceux-ci puissent parvenir à rentrer. L'écart avec les échappés qui diminue, il y a plus que 1 minute 20 d'avance pour les échappés, alors qu'on nous signale que le groupe Dely, Verenskold est lui à 2 minutes 35, donc à plus d'1 minute derrière le peloton principal qui est maintenant de nouveau pas au complet, mais beaucoup plus fourni. Il n'y a plus que 30 hommes devant, ils sont au moins une centaine, on va dire, à 117 km de l'arrivée. Et ça explose de nouveau là, à 110 km de l'arrivée, le peloton qui est complètement explosé. Encore une fois, c'est la Lidl Trek qui a fait le principal du boulot, et le peloton qui explose en plein de petits groupes. On a les coureurs de l'Ineos, de la Team Emirates, de la Visma Lease Bike qui roulent en tête, de la Lidl Trek aussi. Donc toutes ces équipes, ça veut dire que leurs leaders sont là. Mais ouais, là encore une fois, ils sont pas très nombreux, ils sont encore une fois une trentaine à s'être isolés en tête. Le rythme qui ne ralentit jamais en fait. Il y a tellement de vent. Alors c'est une bonne nouvelle par rapport à ce qu'on a vu sur Bruges-La-Panne, où il n'y avait pas eu du tout de vent. Du coup, le peloton est arrivé groupé et du coup, ça ne pouvait pas marcher. Tout le monde était tombé. C'était un carnage total. Là, aujourd'hui, ce ne sera pas le cas. Avec le vent, déjà, les coureurs seront épuisés et on n'aura pas un peloton groupé à l'arrivée. Ce n'est pas possible. Ça casse de partout. On a 30 coureurs en tête, derrière un groupe d'une dizaine, derrière un autre groupe d'une trentaine. Je vois beaucoup de coureurs de l'Intermarché, mais je ne vois pas Binyam Girmay qui est peut-être devant. Il y a le leader de la Cofidis, Aimé De Gendt, qui est là dans ce groupe de retardés. Il y a Michael Matthews qui est aussi là, qui s'est fait piéger. Ça a encore explosé de partout. Et les échappés n'ont plus que 30 secondes d'avance. Ça devrait pas tarder à rentrer sur eux. Alors qu'on n'a tout de même pas encore attaqué les premières ascensions du jour. Tim Merlier et Jasper Philipsen sont a priori les deux gros qui se sont fait avoir, qui ne sont pas dans le groupe de 30 coureurs devant. Il y a Binyam Girmay, il y a Olaf Koy, il y a Mats Pedersen, il y a Arnaud Démare aussi que j'ai vu, mais il n'y a pas Jasper Philipsen, il n'y a pas Tim Merlier qui sont dans un groupe derrière à une dizaine de secondes, on va dire, derrière le groupe, le peloton principal, le peloton de tête. Mais ils sont moins nombreux, hein. Ils sont 30 dans le peloton de tête, ils sont, je dirais, que 20 dans le groupe de poursuivants là, avec Merlier et Philipsen. Il y a aussi des coureurs comme Nils Politt, Samuel Watson pour Ineos, pas mal de coureurs de l'Israël Première Trek qui se sont fait avoir. Il y a aussi le leader de la Movistar, Carlos Canal, qui est là dans ce groupe de retardés. Tout n'est pas encore fini pour ce groupe. Et puis derrière, un groupe encore plus loin, un nouveau troisième groupe. Alors, je ne sais pas qui il y a. Je vois des coureurs de l'Ineos, pas mal de coureurs de la Jayco aussi. Là, ça n'a même pas l'air de vraiment rouler. J'ai l'impression que dans ce groupe-là, on est presque déjà abattu. Et bien plus loin, il y a le groupe de Arnaud Dely qui était lâché dès le premier coup de bordure. Là, on est dans le second coup de bordure. Et les échappés qui, eux, résistent encore un tout petit peu. Ils ont 20 secondes d'avance sur le groupe de Pedersen et Girmay. Ils ont 40 secondes d'avance sur le groupe de Merlier et Philipsen. Et ils ont 1 minute d'avance sur ce quatrième groupe dont on ne sait pas encore s'il y a des leaders dedans. On a déjà plus d'écart avec le groupe d'Arnaud Dely et de Søren Verenskold. C'est bon, ils sont réussis à rentrer, Philipsen et Merlier. On a donc un peloton, on va dire, d'une cinquantaine de coureurs désormais à la poursuite des échappés. Et il y a un coureur de la Groupama qui d'ailleurs tente de sortir de ce peloton pour faire le jump sur les échappés qui ne sont pas loin, 20 secondes devant. C'est Johan Jacobs, le Suisse de la Groupama FDJ, qui est sorti du peloton. Il semble qu'il y a un coureur de la Visma Lease Bike aussi qui a tenté de le rejoindre. C'est Victor Kampenarts qui lui aussi est sorti. Et ils sont deux désormais, donc Jacobs et Kampenarts à la poursuite des 9 hommes de tête. Bon, Kampenarts, là, il a pris un rythme, waouh. Son style, là, contre la montre. Je pense qu'il va rentrer sur les échappés, lui, assez facilement. Jacobs, il faut qu'il s'accroche dans sa roue, tout simplement. Allez, avant que cette échappée, qui a très peu d'avance, ne soit reprise, peut-être ça ne serait tardé, à moins qu'il leur redonne un petit peu du lest, maintenant que le peloton est de nouveau groupé. Ils sont plus que 50. Hein. Il y a eu du dégât quand même. On va faire un autre échappé. On va faire l'autre coureur de la Team Total Energy, parce qu'il a un parcours encore plus intéressant que Samuel Leroux. C'est Alexis Brunel, l'autre Français de 26 ans, qui a eu une carrière un peu improbable. Hein. Formé à la Groupama FDJ, il a signé pro en 2019. Il est resté 3 ans avant de signer en 2022 du côté de la Team Emirates. On pensait alors du coup que là, ça allait être l'explosion de sa carrière. Et pas du tout. Ça a été plutôt l'extinction, puisqu'au mois de juin, il a décidé tout simplement de prendre sa retraite à 23 ans,
On ne sait pas vraiment ce qui s'est passé, mais après, ça ne se passait pas bien du côté de la team Emirates. Et dégoûté du vélo, il a pris sa retraite et il a quitté le monde professionnel pendant 3 ans. On ne pensait pas le revoir, on pensait que voilà, c'était fini. Et à la surprise générale cette année, il a rejoint de nouveau une équipe professionnelle en signant du côté de la team Total Energy. 3 ans donc après ses derniers coups de pédale dans une équipe pro, il rejoint la team Total Energy. Et de manière incroyable, il a gagné déjà depuis son retour. Hein. Il a remporté le Grand Prix Jean-Pierre Montserrat. Après une échappée de près de 200 km, il s'est imposé en terminant 8 secondes devant le peloton qui revenait. Incroyable victoire pour Alexis Brunel qui est un coureur de contre-la-montre plutôt, hein, donc un gros rouleur. Et on se demandait, après 3 ans sans rouler, alors on suppose quand même qu'il a fait du vélo, d'ailleurs il courait sûrement dans des petits clubs amateurs, mais on ne savait pas quel était son niveau. Et bah, son niveau il est là, c'était la 2e victoire de sa carrière. Son autre carrière c'était il y a 5 ans, il avait remporté une étape de l'Étoile de Bessèges, la première étape de l'Étoile de Bessèges, un chrono, où il s'imposait devant Benoît Cosnefroy et Edouard Plancart. C'était la seule victoire de sa carrière, il était alors tout jeune, il avait 20 ans. 3 ans plus tard, il prend sa retraite. 3 ans encore plus tard, il revient. Et à 26 ans, il remporte sa 2e victoire de sa carrière, une belle échappée en solitaire. Donc voilà, carrière vraiment assez spéciale pour ce coureur qui a abandonné le vélo et puis qui finalement y est revenu, il y a repris goût. Il a dans sa carrière jamais fait de grands tours, par contre il a déjà participé à des monuments. Il a fait le Tour de Lombardie, le Tour des Flandres et le Paris-Roubaix, mais il n'a jamais réussi à terminer une de ses courses. En vérité, il avait fini Paris-Roubaix, c'était en 2022, mais il avait fini hors délai. Et donc, il n'avait pas compté comme fini. Donc, voilà la carrière d'Alexis Brunel qui s'offre en gros une... Oh, voilà, attention, il y a une chute là. Il y a une chute dans le peloton. Il y a Jordi Meus, notamment le leader de la Red Bull. Molano pour la team Emirates. Van der Berge pour la Quick Step. Alors, ça a l'air d'être... Allez, hein, c'est plus un enchevêtrement de vélo qu'une énorme chute. C'était dans une espèce de virage à angle droit. Ah, il y a un coureur qui arrivait trop vite. Ah ouais, il y a un coureur qui arrivait trop vite et qui a fait tomber tout le monde en fait. Ouais. Et il a voulu passer un petit peu sur le trottoir, il a glissé et le virage était beaucoup plus violent que ce qu'il pensait. C'est le coureur de la Red Bull hein, qui a fait l'erreur là. Hein. Il arrivait trop vite, il n'a pas vu que le virage était à angle droit. Et en fait, il a fait un tout droit et il a fait tomber tout le monde. C'est Jordi Meus hein, qui a fait cette erreur. Mais bon, allez, pas de dommages graves. Mais du temps de perdu pour tous ces coureurs qui vont devoir faire un effort pour rentrer sur le peloton. Et de toute façon, j'avais fini ce que j'avais à dire sur Alexis Brunel. Donc très bon timing. On est à 97 km de l'arrivée. Et ils ont repris un petit peu de temps. Les 9 hommes de tête, ils ont 36 secondes d'avance sur le peloton. Et les 2 coureurs intercalés, Campenars et Jacobs, sont à 22 secondes derrière l'échappée. On vient de passer la première ascension du jour. Ça y est, ça va s'enchaîner désormais les ascensions. C'était le Bannenberg. Et c'est au cours de cette ascension que Victor Campenars il a réussi à rejoindre les 9 hommes de tête, mais pas Johan Jacobs. Hein. Il était vraiment facile, Campenars, ça sentait dans son allure. Jacobs, lui, il n'a pas réussi à rester dans sa roue et il a lâché. Et ils sont donc 10 devant désormais avec Campenars qui rejoint les 9 échappés initiaux. Et l'écart qui grandit, 1 minute 30 désormais d'avance pour les 10 hommes de tête. Attention, Campenars devant, c'est quand même pas n'importe qui là. C'est un client et en plus on a vu la manière dont il est rentré, il était plutôt en forme. Derrière le peloton qui, à chaque minute qui passe, est de plus en plus fourni. Il y a des coureurs qui reviennent un petit peu de l'arrière. Ça, le rythme hein, qui a ralenti. C'est pour ça que les échappés ont repris du champ. Et c'est pour ça que du coup, des coureurs aussi reviennent de l'arrière. Ils sont plus que 50 maintenant dans le peloton. Ils doivent être 70, 80. Et maintenant, on va enchaîner les difficultés. Et notamment le Kemmenberg qui arrive très 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 bientôt. Et là, ça devrait de nouveau exploser dans le peloton. On est à 92 km de l'arrivée. Ça y est, la première ascension du Kemmelberg, cette ascension pavée avec des pourcentages à plus de 10%. C'est les échappés qui sont les premiers dedans. C'est Max Walker qui est en tête de ce groupe, le coureur de l'IF. C'est pas, voilà, chacun essaye simplement de mettre le rythme le plus fort possible. A priori, c'est Max Walker qui est le meilleur pour l'instant. Victor Campenars, il est là, il a l'air quand même assez facile aussi. Mais c'est pas lui qui fait le rythme. Il a peut-être pas envie de lâcher ses compagnons d'échappée. Il a envie d'en garder quelques-uns pour essayer de prendre de l'avance. Par contre, il y en a d'autres qui lâchent. Victor Vercouilly, là, ça lâche complètement. Il y a un des 2 coureurs de la Total aussi qui est en train d'exploser. Ils sont plus que 8.
J'ai pas vu si c'était Leroux ou Brunel. Je pensais plutôt Leroux qui lâche. Ça devient difficile pour Yasha Sutterlin. Et pour Sam Maisonneuve, le français de la Cofidis. Faut s'accrocher, hein, c'est pas long. Ce passage pavé. C'était bel et bien Leroux qui était en difficulté, mais il va pouvoir rentrer. Je pense qu'il n'y a que Vercouilly qui a vraiment explosé et qui ne reverra pas les autres échappés là. On va voir ce que fait le peloton qui entre à son tour. C'est la Red Bull Borans qui décide de prendre la tête du peloton. On travaille surtout pour Laurens Pitty, je pense, plus que pour Jordi Meus. Mats Pedersen, parfaitement placé dans la roue de Laurens Pitty qui a pris la tête. Jasper Philipsen en 3e position. C'est déjà tous les leaders qui sont là. Hein. Oh là là, et derrière, il y a déjà des petits trous. Ouais. Des cours un petit peu plus loin. Jorgensen, Tim Wellens sont un petit peu plus loin. C'est Tim Merlier est aussi très très loin. Et Mats Pedersen qui prend la suite de Laurens Pitty pour que le rythme continue. Il a Jasper Philipsen qui est pas mal. Jasper Philipsen dans sa roue, là, dans cette ascension pavée. C'est pas forcément sa plus grande spécialité pourtant. Bidian Girmay est déjà un peu plus loin aussi. Oh, c'est difficile, elle est terrible cette ascension. Hein. Il n'y a pas vraiment encore de grosses cassures, mais ça va tout doucement. Et il faudra voir au moment de la redescente. Là, c'est là où les cassures vont se faire. Mats Pedersen, ça y est, hop, qui rentre dans la descente. Il a Philipsen dans sa roue. Et il en a une dizaine d'autres coureurs, on va dire. Et derrière, il y a un petit trou avec, il me semble, Oliver Nassen de la Decathlon. Ça devrait quand même un petit peu se regrouper. Il y a des petits écarts, mais ça va se regrouper. Attention, c'est une toute petite route, cette descente. Il faut faire attention. On peut même pas être deux vélos de côté, là. Binyam Girmay, que l'on voit là, il est 5 secondes. Il est dans un groupe à 5 secondes derrière Pedersen, le groupe principal. Dans la descente, Pedersen, il n'a pas insisté. Hein. Il a fait attention. Il faut dire que c'est tellement petit qu'on a vite fait de faire une erreur. C'était la première des ascensions du Kemmelberg. On va le passer encore 2 fois. Là, on est à 85 km de l'arrivée. La prochaine fois, ce sera à 60 km de l'arrivée. Et la dernière fois, à environ 35 km de l'arrivée. Alors, temps de faire un petit bilan. Maintenant, on voit un petit peu mieux où on en est. Il y a 11 coureurs donc, qui ont suivi la roue de Pedersen. C'est un groupe de 11. Derrière, il y a un groupe d'une quinzaine de coureurs qui tentent de revenir. Et derrière, il y a un peloton encore plus gros d'une trentaine de coureurs qui est un peu plus loin. Où on voit notamment Tim Merlier qui est dans ce groupe, ce 3e groupe, on va dire. Et derrière, en gros, il n'y a plus personne. Il me semble que derrière, il y a un autre groupe d'une dizaine de coureurs où on retrouve Matej Mohoric notamment, qui lui est probablement c'est certainement fini. Sam Bennett qui est dans le groupe avec Tim Merlier, qui est le groupe numéro 3. Dans le groupe de tête avec Pedersen, il y a Jasper Philipsen. Il n'y a pas Binyam Girmay qui lui est dans le groupe numéro 2. C'est un peu... c'est pas facile de savoir qui est où. Une chose est sûre, il y a toujours 9 échappés devant. C'est les 10, moins Victor Vercouilly, qui lui a complètement lâché. Voilà, c'est un peu une folie cette étape. Hein. On se croirait dans les premiers kilomètres avec les coureurs pas très connus qui essayent de prendre l'échappée. Sauf que là, c'est les leaders du classement général qui attaquent un peu de partout. Le groupe de 10 s'est fait rattraper par le groupe de 20. Donc on a donc une 30-35 coureurs. Et il y a plein d'attaques. Là, on a vu Ben Turner, il me semble, pour l'Ineos, qui tente de sortir avec Alex Kirch de la Lidl Trek dans sa roue. Et ça attaque sans cesse. Un petit groupe de 5, un petit groupe de 4, le peloton de 30 qui revient ensuite derrière, puis ça rattaque. C'est complètement décousu. On est encore très loin de l'arrivée, à 76 km. Et l'échappée devant, elle, qui fait un bon boulot, parce que malgré tout ça, ils maintiennent une belle écart. Ils ont encore 50 secondes d'avance, les 9 hommes de tête. Allez, on est désormais dans un passage pas pavé, mais plutôt un petit chemin de terre. Et ça lâche un petit peu dans l'échappée, ça lâche pour Lipins. Ça a lâché aussi, il me semble, pour Leroux. C'est un long passage de 2 km de ce petit chemin de terre. Et derrière dans le peloton, Mats Pedersen qui met son attaque. Il a Jasper Philipsen dans sa roue. Et qui est en 3e position? C'est un coureur de la Visma Lease the Bike. C'est Olaf Koy qui suit juste derrière. Et derrière le coureur, il y avait un coureur de l'auto qui a tenté de suivre, mais qui n'a pas pu. Ouais, c'est une vraie attaque là de Mats Pedersen. 72 km de l'arrivée. Il n'y a que Jasper Philipsen et Olaf Koy qui ont pu suivre. Et c'était un passage... Oh, Jasper Philipsen. Ah, Philipsen qui a un problème là. Il a crevé, Jasper Philipsen. Alors, c'est pas de chance, c'était le seul qui pouvait suivre Pedersen. Et il a crevé. Derrière, les coureurs sont éparpillés. C'est un tout petit chemin de terre là aussi. C'est quasiment impossible d'être 2 vélos de côté. Oh non, Philipsen, il avait l'air vraiment en pleine forme. C'était à chaque fois lui le plus fort, à chaque fois lui qui pouvait suivre Pedersen. Et là, il a crevé au pire moment possible.
juste au moment de l'attaque de Pedersen. Et du coup, il n'y a plus qu'Olaf Koy désormais. Dans la roue de Pedersen, derrière, il y a des coureurs éparpillés en file indienne. Voilà, Philipsen, là, en plus, c'est un tout petit chemin, donc je ne sais même pas où sont les voitures. Les voitures sont absolument invisibles. Le peloton qui n'est que de 30-40 coureurs, mais ils sont tous un par un avec 2-3 mètres entre chacun d'entre eux. Et désormais, il n'y a plus que... Il est passé où, Olaf Koy, là? Il est passé où, Olaf Koy? Il n'y a plus qu'un coureur de la Lotto dans la roue de Mats Pedersen. Mais Olaf Koy, il est... qu'est-ce qui s'est passé? Il est assis dans un fossé, Olaf Koy. Olaf Koy, il est assis dans un fossé, il a dû tomber. C'est pas possible. Les deux coureurs qui ont réussi à suivre Pedersen, l'un qui crève et l'autre qui tombe, et d'ailleurs, il s'est fait mal en plus. Hein. Là, il se tient l'épaule. Ah là 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 là. C'est risqué de suivre Mats Pedersen. Hein. C'est ce qu'on aura appris, parce que là, les deux qui ont réussi à prendre sa roue, les deux sont quasiment hors course. L'un qui a crevé, l'autre qui a chuté. Malgré tout, il y a un coureur de la Lotto. J'ai toujours pas vu qui c'était. C'était peut-être Alex Segart qui réussit à être dans la roue de Mats Pedersen. Non, c'est Ariel Livins. C'est Ariel Livins qui est là, qui a réussi à prendre la roue de Pedersen. Bravo, bien joué là. Alors les écarts sont pas grands avec les autres coureurs derrière, mais encore une fois, c'est une longue ligne des coureurs un petit peu éparpillés partout. C'est un peu comme, c'est comme une ascension en montagne avec des gros pourcentages. C'est chacun à son rythme. Derrière les échappés, on les a pas trop vus pendant qu'il y a eu toute cette action. Ils ont encore de l'avance. Ils sont plus que 5. Hein. Ils sont plus que 5. Il y a Rui Oliveira. Il y a encore Alexis Brunel qui est là, Victor Koppenhardt, Max Walker et Marco Haller, le coureur de la Tudor. Et Mats Pedersen, on voit un petit peu mieux l'écart là. Il a toujours Livins dans sa roue. Il a 5 secondes d'avance sur un peloton qui s'est un petit peu regroupé. Ils sont encore une vingtaine, on va dire. On est toujours sur ce petit chemin de terre. C'est vraiment... Et qu'est-ce qu'ils font passer les vélos ici? Tu m'étonnes qu'il y a des crevaisons. Moi, même avec ma voiture, j'y vais pas là. C'est énorme ce qu'il est en train de faire de Mats Pedersen. Il a continué son effort avec Livins dans sa roue. Il a repris là, les 3 échappés qui s'étaient fait lâcher. Maisonneuve, Leroux et Lipins qui se sont calés dans sa roue avec Livins. Il n'y a personne qui lui passe de relais. Et il est en train de revenir petit à petit sur les 5 hommes de tête. L'écart qui a grandi énormément entre lui et le peloton de poursuivants. Ils sont de nouveau un peloton groupé de 30 coureurs. Avec, on va voir Jasper Philipsen qui a dû changer de vélo et qui est en train de revenir donc sur ce peloton, lui qui a crevé au plus mauvais moment. Et désormais, les échappés, eux, ils ont toujours 55 secondes d'avance sur ce peloton, l'écart qui est resté stable. Par contre, Mats Pedersen, il est plus que 15 secondes derrière les 5 hommes de tête. Et du coup, il va les rattraper, il va être dans l'échappée. Et on va retrouver peut-être les 9 hommes de l'échappée initiale, moins Vercouilly, plus Kampenhardt et avec Mats Pedersen. C'est vraiment c'est un gros coup là qui est en train de faire Mats Pedersen. Alors derrière le peloton, il est encore nombreux. Il peut s'organiser pour tenter de revenir. Et puis aussi, on se demande qu'est-ce que vont faire les échappés désormais. Est-ce qu'ils vont travailler avec Mats Pedersen ou est-ce qu'ils vont laisser Mats Pedersen faire le boulot tout seul et peut-être s'épuiser? On est loin de l'arrivée, hein, on est à 65 km. On va voir quelle sera la stratégie de tout le monde. C'est fait, Mats Pedersen qui rejoint les échappés. Incroyable. Le coup qu'il vient de faire là, il a profité de ce chemin de terre qui montait légèrement, qui était très difficilement praticable pour s'envoler, reprendre les échappés. Ils sont 9 hommes devant, parce qu'il y a 2 coureurs qui n'ont pas réussi à suivre Pedersen, c'est Yasha Suterlin et Samuel Leroux. Du coup, avec Mats Pedersen, on retrouve Rui Oliveira, Victor Kampenhardt, Max Walker, Sam Maisonneuve, Ariel Livins, Emils Lépins, Alexis Brunel et Marco Haller. Voilà la nouvelle échappée qui a un petit peu changé, perdu des coureurs, retrouvé des coureurs, mais ils sont toujours 9, comme au départ, mais c'est pas tout à fait les mêmes. Le peloton est à 55 secondes derrière et on voit la Red Bull Boransgro qui roule. On a la Ineos qui est aussi bien représentée. Il y a du monde, hein. Ils sont encore 40 coureurs, je dirais, dans ce peloton. Donc c'est pas fait encore du tout. On est encore une fois très loin de l'arrivée. C'est reparti pour une ascension avec on est dans le Monteberg là. C'est le Monteberg puis le Kemmelberg qui s'enchaînent. Et pour l'instant, dans l'échappée, il n'y a personne qui a aidé Mats Pedersen au final. Hein. Ils n'ont pas fait de relais. Ils étaient déjà à bout. Ça fait longtemps qu'ils sont devant. Et on va dire ils ont passé un relais chacun. Puis ils ont raté. Là, il y a une attaque, mais c'est pas Pedersen. C'est Alexis Brunel. C'est beau ce qu'il fait Alexis Brunel. Hein. Il attaque dans ce passage
pentu, mais bien sûr, Mats Pedersen, il arrive à le suivre. Par contre, ça fait des dégâts. Il y a Rui Oliveira qui a lâché. Ça devient dur pour Sam Maisonneuve, pour Max Walker. Derrière, dans le peloton, c'est l'Alpecin de Koenig qui roule. Ils ont Jasper Philipsen qui est de retour dans ce peloton. Ils ont que 52 secondes de retard. Et Mats Pedersen, il est quand même un petit peu tout seul là. Ça paraît un peu foufou. Ça aurait été Pogacar, j'aurais dit pourquoi pas. Mais Pedersen, est-ce qu'il s'est pas un peu surestimé? Si l'échappée ne l'aide pas et se met en plus à l'attaquer, ça va devenir dur. Ils sont plus que 5 là dans l'échappée suite à cette attaque de Leroux. Dans 6. Avec Pedersen, il y a Leroux, il y a Campenarts, il y a Ariane Livins, il y a Max Walker. Et il y a le coureur de la Tudor, Marco Haller. Maisonneuve, il est le dernier lâché, il les a en ligne de mire, il va peut-être pouvoir rentrer. Par contre, Emil Slepins de la Q36.5 et Rui Oliveira de la Team Emirates semblent encore plus loin. Et allez, on arrive dans le Kemmelberg. Et c'est Victor Campenarts qui cette fois-ci attaque. Et ils attaquent Mats Pedersen, c'est bien joué. Ça va condamner probablement Sam Maisonneuve. Campenarts, c'était son moment, il attendait. Ça va être dur pour Max Walker, également pour Alexis Brunel qui lâche. Pour l'instant, Marco Haller, il est pas mal. Mats Pedersen aussi, évidemment, qui reste dans la roue de Campenarts. Ariane Livins qui est un petit peu plus loin. Victor Campenarts, c'est vrai que c'est un bel adversaire quand même pour Mats Pedersen là. Il attendait ce secteur pavé, Campenarts, pour mettre son accélération. Pedersen qui ne le lâche pas. Haller et Livins qui sont bien. Derrière les autres, c'est déjà plus compliqué. Et Mats Pedersen qui est en train de dépasser Victor Campenarts. Oh, et là, d'un seul coup, l'écart qui se fait d'un coup là. C'était bien joué de la part de Campenarts. Mais juste à la fin, dans les 50 derniers mètres pavés, il a mis une petite accélération en plus pour faire un écart et pour forcer les autres coureurs, du coup, s'ils veulent le rejoindre, à travailler. Campenarts, Haller et Livins qui sont tous les trois ensemble. Derrière le peloton qui roule. C'est encore une fois, on voit ça dandine de droite-gauche, ça hoche la tête. C'est très dur. Désormais, c'est la Ineos qui mène ce peloton. On voit Binyam Girmay bien placé en 4e position. Et pendant ce temps, devant, Pedersen, il est dans la descente. Déjà, ils sont juste derrière. Les 3 autres, je pense qu'ils vont le rejoindre. Attention à ne pas faire d'erreur dans cette toute petite descente. C'est la même que tout à l'heure, très étroite. Allez, c'est Matteo Jorgensen dans le peloton qui fait une belle attaque. Binyam Girmay en 3e position. Jasper Philipsen encore plutôt bien placé. C'est dur, hein. Mais ils sont encore nombreux quand même. Hein. Tiens, je vois Tim Merlier qui est bien là. Il avait été léché. Je pensais qu'il était plus là. Mais il est encore là, Tim Merlier. Je vois Jonathan Milan aussi, tiens, je ne l'avais pas vu. Son dossard 4 qui est là, Michael Matthews aussi. Des coureurs qui ont été lâchés dans la première bordure et qui sont rentrés. On n'avait pas trop eu de nouvelles depuis, mais ils sont là. Donc ouais, il y a des adversaires quand même, il y a du monde intéressé pour rentrer sur Pedersen. Mais à chaque fois, cette ascension, elle fait des dégâts terribles. Ils en sortent tous un par un. Et donc le temps que le peloton se regroupe, ça va prendre un petit peu de temps. Et ça va peut-être permettre à Pedersen de reprendre encore quelques secondes. Ça s'organise pas très bien dans le peloton pour l'instant. Hein. Ça se met des petites attaques. Des fois, l'Intermarché Venti roule puis s'arrête. Là, on a au cours de l'Alpecin de Koenig qui a pris la tête un petit peu. Puis ça se retourne. C'est pas idéal. Ils sont pourtant une quarantaine de coureurs. Ils se sont tous regroupés une nouvelle fois après qu'il y a eu des lâchés dans cette ascension. Ils sont tous ensemble. Et devant, Mats Pedersen, lui, il a finalement pas attendu. Ou plutôt, c'est les autres qui n'ont pas réussi à revenir sur lui. Hein. Le trio Campenarts, Livins et Marco Haller qui n'a pas réussi à revenir et qui perd du terrain. Ils sont 17 secondes derrière Mats Pedersen. Et derrière, le peloton est à 1 minute et 3 secondes de Pedersen. Le peloton qui est en train de reprendre Max Walker, Sam Maisonneuve et Alexis Brunel, des rescapés de l'échappée qui s'arrêtent là. Maintenant, pour le peloton, il est temps de s'organiser pour de bon. Pour revenir sur Pedersen, on est tout pile à 50 km de l'arrivée, donc il reste largement le temps. Seul contre le peloton, il a l'air d'être plus fort que le peloton. Mats Pedersen, il a désormais 1 minute 30 d'avance. Hein, il gagne du terrain. Derrière, les 3 poursuivants sont à 54 secondes. Ils n'arriveront pas à revenir. Ils vont se faire reprendre un moment peut-être par le peloton. Ils gardent un écart de 40 secondes avec le peloton. Et d'ailleurs, on a vu un coureur de la Décathlon, Dries de Bondt, qui est sorti du peloton parce qu'il s'est bien rendu compte que là, à ce rythme-là, ils n'allaient pas rentrer. On est à 40 km de l'arrivée. Ils ont perdu 40 secondes en 10 km sur Pedersen. Ça va pas du tout. Et donc, il a décidé de sortir lui-même pour tenter de rentrer. Mais bien sûr, seul contre Pedersen en 1 contre 1, ça paraît très compliqué. Là, la balance
est en train de pencher très clairement du côté de Pedersen. Dernier passage dans le Kemmelberg, c'est aussi tout simplement la dernière ascension et le dernier secteur pavé de la journée. Et il a tout pile 2 minutes d'avance sur le peloton, Mats Pedersen. Donc en plus avec un passage comme ça pavé et montant, c'est là où il est le meilleur. Il va reprendre du temps, s'il n'a pas de crevaison notamment, qui peut toujours arriver dans ces moments-là. Ça commence à sentir vraiment très très bon. Le peloton derrière ne s'est jamais entendu. Hein. Ils font que des petites attaques, des initiatives individuelles qui ne mènent absolument nulle part. Et une fois qu'il aura passé ce dernier obstacle, il lui restera 35 km à peu près plat à franchir à toute vitesse. Avec en plus, a priori, un vent dans le dos. Donc il pourrait voler jusqu'à la victoire là, Mats Pedersen. Hop, il a fait ça encore à une vitesse terrible. Et il s'engage dans la petite descente. Le peloton qui arrive à son tour dans ce secteur pavé, et c'est Jasper Philipsen qui encore une fois est le meilleur. Ah là là, s'il n'avait pas crevé, moi je pense que Philipsen il serait là. Il serait avec Pedersen devant, c'est quasi certain. Il est le seul à passer. Il y a un coureur de la Team Emirates. Est-ce que c'est Tim Wellens qui est le seul à l'avoir réussi à le suivre? Derrière un coureur d'Astana. Et puis ensuite le reste du peloton. Il avait l'air facile aujourd'hui, en forme, vraiment en forme, Jasper Philipsen. On l'avait vu pas très bien sur Milan-San Remo, mais là, il a complètement récupéré. Il aurait été, en plus, voilà, une arrivée au sprint. Philipsen contre Pedersen, ça aurait été assez extraordinaire de voir ça. Bah, malheureusement, là, on l'aura pas. En tout cas, ils sont montés très très vite. Hein. Ils ont repris 30 secondes d'un coup sur Pedersen, hein, grâce à cette impulsion de Jasper Philipsen. Ah non, pardon, 1 minute 30, c'est l'écart avec les 3 intercalés. Kampenarts, Lievins et Marco Haller, dont j'avais un petit peu oublié l'existence. Mais ils sont encore là, ils n'ont pas encore été repris par le peloton. C'est eux qui sont à 1 minute 30, le peloton doit donc toujours être derrière à environ 2 minutes de Pedersen. Mats Pedersen qui arrive à la ligne des 20 km de l'arrivée. Et cette fois-ci, il a bel et bien 1 minute 30 d'avance sur le peloton. Il a perdu du temps petit à petit. Il ne faut pas qu'il se relève. Hein. Le peloton qui est de nouveau groupé. Ils ont repris les 3 échappés, Kampenarts, Haller et Lievins. Et il faut qu'ils s'organisent. Ils sont toujours 40. Hein. Ils sont toujours les principaux sprinteurs. Philipsen, Merlier, Milan, Girmay. Ils sont tous là. Et donc, il faut qu'ils s'organisent tous ensemble pour tenter de revenir sur Pedersen, pour aller chercher un sprint là entre eux. Ils ont repris un petit peu de temps. Il faut qu'ils continuent comme ça s'ils veulent avoir l'espoir. Ça descend pas assez vite, l'écart. Ça descend pas assez vite du tout. Elles ne sont que 2 équipes à travailler. L'Alpecin de Koenig de Jasper Philipsen et la UNOX Mobility d'Alexander Christophe. Mais les autres, pourquoi ne travaillent-elles pas? Pourquoi l'Intermarché Venti? Pourquoi la Soudal Quick-Step? Pourquoi la Decathlon, dont on voit aussi beaucoup de coureurs, ne travaille pas? C'est un mystère. L'écart qui n'est que toujours de 1 minute 20, alors qu'on est à 9 km de l'arrivée. Et là, a priori, je pense pouvoir le dire, tuer le suspense dès à présent. Ça va être bon. Ça va être bon pour Mats Pedersen. Derrière, on voit 4 coureurs de la Lidl Trek dans le peloton qui sont placés un petit peu aux avant-postes en plus pour couper les relais. Donc là, ça sent très 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 bon pour Mats Pedersen. 2 km de l'arrivée, 1 minute 14 d'avance. Il a complètement résisté au peloton qui n'a pas réussi à bien s'organiser de manière assez étonnante. Ils étaient quand même suffisamment nombreux. Ils avaient tous les meilleurs sprinteurs qui étaient là, donc ils n'avaient pas trop l'excuse de ne pas rouler parce que leurs sprinteurs n'étaient pas là. Et quelques équipes ont essayé et ils n'ont pas réussi à rattraper Mats Pedersen qui va s'imposer pour la 3e fois donc sur Gand-Wevelgem pour la 2e année consécutive. Et tout se sera joué très loin de l'arrivée, à 70 km de l'arrivée. C'est incroyable. Il a décidé d'imiter les Pogacar et Van der Poel en attaquant de très très loin. Et en plus, il y a eu quand même 2 faits coup sur coup. Hein. Au moment de son attaque, Jasper Philipsen et Olaf Koe l'avaient parfaitement suivi sans aucune difficulté. Et l'un a eu une crevaison, l'autre a chuté dans la foulée en l'espace de 30 secondes. Les deux ont été hors course un petit peu. Et donc le scénario aurait été évidemment très différent s'il l'avait suivi. Et du coup, il s'est retrouvé tout seul. Et peut-être que même pour Pedersen, il se disait que du coup, être tout seul, c'était pas un bon plan parce qu'il allait avoir du mal à résister au peloton tout seul, alors qu'avec l'aide de Pedersen et Koe, il y avait plus de chances d'aller au bout. Et au final, ça a été parfait pour lui parce qu'il n'a pas disputé de sprint face à Philipsen et Koe. Pas sûr qu'il s'impose du tout. Et au final, il a marché. Il a rattrapé les échappés. Il s'en est défait sans grande difficulté. Et ensuite, il a résisté tranquillement. En donnant évidemment l'intégralité de son âme dans cet effort. Mais il a résisté au peloton dans les grandes largeurs.
Et il peut tranquillement, il va pouvoir savourer. Il est aux 400 mètres. Il rejoint Peter Sagan, Mario Cipollini, Tom Boonen, Eddy Merckx, Rick Van Looy, que des grands noms qui ont remporté cette course déjà à 3 reprises. Grand numéro du Danois. Et il faudra évidemment compter sur lui. Ça veut dire ça pour le Tour de Flandre. Il y a Pogacar, il y a Van Der Poel, mais il y aura aussi Mats Pedersen qui peut enfin se prendre la tête dans les mains et lever les bras. C'est la victoire pour le Danois. Incroyable victoire. Hein. Des victoires comme on n'en voyait plus depuis longtemps, encore une fois. Ça fait maintenant 3-4 ans que d'un seul coup, ces raids solitaires sont de retour. Chose qu'on pensait dater des années 70, 80 et qu'on ne reverrait plus. Et on est incroyable. On est tellement content de revoir ça. Et allez, le peloton qui arrive à son tour. Et on voit, c'est la Lidl Trek maintenant qui mène le peloton. Ah, c'est cruel. Ils vont bien sûr lancer Jonathan Milan, qui veut aller chercher Milan, qui est le premier à lancer son effort. Il a Merlier dans sa roue, Guermeyer derrière lui. Un coureur de la Lotto qui est là, mais c'est Merlier qui pour l'instant est en train de dépasser. Avec Alexander Kristoff aussi bien placé. Bon, ça va se jouer finalement sur la ligne entre Merlier et Milan. Ouh, faudra la photo finish. Faudra la photo finish entre Merlier et Milan. Il me semble que c'est Alexander Kristoff qui est allé chercher la 4e place. Mais ils finissent après d'une minute de Mats Pedersen. Le peloton qui a mis trop de temps à s'organiser. Là, à la fin sur le plat, c'était un peu mieux, mais dans les parties pavées, dans les petites collines, ils étaient encore trop dans des attaques individuelles. Il y a un moment où ils ont perdu assez rapidement. C'est passé de 1 à 2 minutes d'écart et c'est là où ils ont perdu la course, tous ces sprinteurs. Une fois qu'il avait 2 minutes d'avance, c'était trop compliqué de ramener l'incroyable Mats Pedersen. Et c'est tout pile la 50e victoire de sa carrière pour Mats Pedersen. Un beau chiffre rond, 50. Et c'est déjà sa 4e de la saison, après avoir remporté une étape et le classement général du Tour de la Provence. Il avait aussi remporté une étape sur Paris-Nice avant donc de remporter ce Gand-Wevelgem au prix d'un effort solitaire de 70 km. Assez foufou ce que nous a fait Pedersen, qui s'impose donc au final avec 49 secondes d'avance sur le peloton. Un groupe de 44 coureurs réglé par Tim Merlier. C'est Tim Merlier qui prend la 2e place devant Jonathan Milan. Alexander Kristoff 4e. Belle 5e place pour Hugo Hofstetter, le français de l'Israël Première Tech, qui termine 5e. Suivent Davide Ballerini de l'Astana, Bidiam Girmay, seulement 7e au final, l'ancien vainqueur. Yeno Berkmoes de la Lotto, qui était là dans ce final, qui fait 8e, devant Jordi Meus de la Red Bull Boransgro. Et Laurens Rex, 10e. Dans ce groupe, on avait encore d'autres sprinteurs. On avait John Degenkolb, qui fait 11e. On avait Matteo Trentin, 15e. On avait des coureurs comme Tige Benoot, comme Anthony Turgis qui était là. On avait Lorenz Pitti qui était là aussi, qui a fait 27e. Matteo Jorgensen, Valentin Madouas, ils étaient tous là. Même Paul Magnier, mais ils n'ont pas fait le sprint. Pas plus que Jasper Philipsen. Il était là, mais il n'a pas voulu s'amuser à faire le sprint, prendre le risque de tomber pour une place d'honneur. Il doit être tellement déçu d'avoir eu cette crevaison. Il termine 44e et avant-dernier là, de ce peloton. Et derrière, on a ensuite un autre groupe à plus de 5 minutes où on retrouve notamment Arnaud Démare, qui a encore une fois lâché, qui n'a pas pu être là dans le final. Ils sont 95 coureurs à être arrivés. Tous les autres ont abandonné. Ils sont nombreux. Ils sont quasiment 70 coureurs à avoir abandonné et ne pas avoir daigné finir. Lui, il a daigné finir. C'est Manlio Mauro, le coureur italien de la Movistar, qui termine 95e à 10 minutes 36 et qui termine en plus 4 minutes après l'avant-dernier. Un petit groupe qui termine à 6 minutes 30. Et bien lui, il était tout seul, 4 minutes derrière, il n'a pas abandonné, il est allé finir. Donc bravo Manlio Mauro. Prochain rendez-vous, prochaine classique, c'est à travers les Flandres. Et Mats Pedersen, il sera encore, il ne s'économise pas, il fait toutes les courses, Mats Pedersen. Il sera là, il sera évidemment le grand favori, d'autant plus qu'il n'y aura toujours pas de Mathieu Van Der Poel ni de Pogacar. Par contre, il aura Wout van Aert qui sera là face à lui. Et encore bien d'autres coureurs évidemment qui voudront s'imposer. C'est une course avec plus de secteurs pavés, plus d'ascension, un peu plus dur. On va dire que ce Gand-Wevelgem qui parfois se termine un petit peu au sprint. D'ailleurs là, s'il n'y avait pas eu le numéro de Pedersen, par exemple, on aurait eu un sprint massif de 40 coureurs sur à travers les Flandres. Ça ne devrait pas être tout à fait comme ça et on a hâte de voir ça. Ça sera la dernière course avant le Tour des Flandres. Et bien sûr, tout ça, c'est sur 100% cyclisme. N'oubliez pas de continuer à vous abonner, que ce soit sur vos plateformes de podcast ou sur Instagram, sur Facebook, pour suivre toutes ces courses cyclistes. Salut à tous, salut à toutes.